Pourquoi moi je fais ça? Parce que je veux rectifier un mensonge. Puis en ce moment, le mouvement anti-binaire est fondé sur un mensonge. Premièrement, le sexe est invariablement binaire, c'est-à-dire que va toujours impliquer un mâle et une femelle. Le sexe s'inscrit donc dans un processus peut-être un peu plus large qu'on appelle la reproduction sexuée, qui est un processus par lequel deux individus d'une espèce, seulement un mâle et une femelle, apportent chacun la moitié de leur matériel génétique pour produire une progéniture génétiquement unique. Alors, le sexe s'inscrit donc dans un processus de création d'une descendance pour plus d'1 million d'espèces, et ce, depuis plus d'1 milliard d'années. Le sexe est donc le vecteur de l'hérédité, c'est-à-dire qui est responsable de la transmission des gènes d'une génération à l'autre. Alors, que l'on parle d'insectes minuscules, de grands mammifères, de petites fleurs délicates ou de grands arbres, la reproduction a influencé ou influence tous les aspects de l'existence de ces êtres vivants. D'un point de vue évolutif, la capacité de laisser une progéniture qui est abondante et féconde est une véritable quête obsessive en nature. D'ailleurs, lorsqu'on examine la nature, on voit toutes sortes d'exemples fantastiques de traits physiques et comportementaux d'animaux, de traits physiques de plantes qui ont évolué principalement pour optimiser le succès de reproduction. Le sexe est un concept important en écologie également, car c'est la capacité de se reproduire qui va dicter si une espèce va prospérer ou s'éteindre. Par exemple, les populations du caribou forestier qui vivent dans les montagnes au sud du Québec sont menacées d'extinction. Pourquoi? Parce qu'elles montrent une incapacité à se reproduire dans le peu d'habitat qui leur reste. À l'opposé, des espèces introduites comme la pierride larave, qui est un petit papillon blanc très commun maintenant, et la salicaire pourpre, qui est une plante très commune dans nos zones humides, sont maintenant des espèces abondantes au Québec parce qu'elles se sont établies dans de nouveaux habitats qui imposent peu de contraintes face à leur succès reproductif. L'humain ne fait pas exception. La reproduction sexuée est une préoccupation centrale de notre existence et plusieurs de nos traits physiques, morphologiques, même comportementaux, ont évolué chez des ancêtres dans un contexte de maximisation du succès reproductif. Donc, on voit, le sexe est abondant sur notre planète et il est important pour expliquer la diversité de la vie. Sans sexe, nous n'existerions pas en tant qu'individus ou nous n'existerions pas en tant qu'espèce. Les gens ne sont pas d'accord sur la définition du sexe maintenant, alors que la définition est là, est claire, mais on veut tellement éviter de parler de binarité qu'on invente toutes sortes de définitions autour du concept.
Donc, une définition doit obligatoirement exprimer, si on veut, les traits uniques ou l'essence du concept qu'on veut décrire. Dans le cas du sexe, la définition doit obligatoirement s'articuler avec le rôle du sexe dans la reproduction sexuée. De plus, elle doit s'appliquer à toutes les espèces sexuées, incluant l'humain. Ce dernier point est important parce qu'une définition qui s'appliquerait qu'à un groupe ou qu'à une espèce aurait une portée qui serait limitée. Par exemple, si on prend une analogie culinaire, il ne viendrait pas à l'idée de définir ce qu'est un gâteau en décrivant seulement un gâteau forêt noire. Cette définition-là manquerait d'universalité et de contenu, puisque tous les gâteaux ne sont pas des forêts noires. Alors, spécifiquement, la reproduction sexuée est la fusion, par fertilisation, de deux types de gamètes, chacun porteur de la moitié de l'information génétique parentale qui entraînera la formation d'un individu génétiquement unique. La première forme de cet individu sera une cellule, qu'on appelle le zygote. La définition du sexe est liée au type de gamètes produit. Le sexe est dit binaire parce que la reproduction sexuée nécessite deux types de gamètes de taille distincte pour la production d'une progéniture. Ainsi, le sexe mâle correspond à l'individu dont la morphologie a évolué pour la production de petits gamètes. On parle ici de spermatozoïdes pour les animaux, de pollen pour les plantes. Le sexe femelle correspond à l'individu ou la structure dont la morphologie a évolué pour produire quelques gros gamètes. On parle ici d'ovules ou d'œufs. Cette définition binaire du sexe est pas nouvelle et se retrouve avec de légères variantes dans de nombreuses publications. Le sexe binaire est donc une réalité observable, tout comme le fait de dire que la Terre est ronde. Cette définition est précise parce qu'elle touche directement le processus de formation de la progéniture, c'est-à-dire la reproduction. Cette définition est riche en informations parce que le zygote, c'est-à-dire la première cellule d'un être vivant, qui est le résultat de la fusion des deux types de gamètes, est le point de départ de l'identité sexuelle d'un individu qui va s'exprimer dans chaque cellule, tissu, organe et comportement de l'individu. En fait, et finalement, je dirais, il s'agit d'une définition à portée universelle puisqu'elle s'applique à toutes les espèces sexuées, incluant l'humain. On a beau revendiquer des droits et des libertés pour une minorité sexuelle, mais on ne va pas le faire en indiquant que la nature est fausse ou en se fabriquant une réalité qui n'existe pas en nature. Et c'est ce qui se produit avec le mouvement anti-binaire. Puisque le sexe binaire est une réalité observable, on pourrait penser que le mouvement anti-binaire serait aussi marginal que celui qui prétend que la Terre est plate. Mais non, ce déni de réalité est maintenant bien installé dans notre société. On voit souvent des définitions de sexe qui ne mentionnent pas la binarité sexuelle ou qui affirment que le sexe ne se limite pas aux mâles et aux femelles. On en retrouve dans la littérature pour enfants, dans le matériel d'appoint des programmes scolaires, dans les publications et politiques officielles de nos gouvernements et également dans les médias. Nous en examinerons quelques-unes dans les prochaines vidéos. Même le Code civil du Québec permet maintenant de modifier sur simple demande l'identifiant sexe de l'acte de naissance sur la foi d'un simple ressenti. L'acte de naissance offre aussi une troisième option pour des personnes qui ne s'identifient pas à un des deux sexes. Pourtant, et ceci est important, n'en déplaise aux opposants de la binarité, l'humain ne peut pas prétendre changer de sexe, il ne peut pas être asexué ou il ne peut pas prétendre appartenir à un troisième sexe. C'est une impossibilité biologique. Autrement dit, on permet maintenant à l'acte de naissance de contenir un mensonge. Comment peut-on contester une réalité biologique? Une réponse courte à cette question serait la suivante. Par la manipulation du langage. On change le sens des mots de façon totalement arbitraire
Et on se sert de ces nouvelles définitions comme des outils pour façonner une réalité qui correspond à ces idées. Voici 2 exemples qui illustrent ce phénomène. Dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire au Québec, on utilise souvent du matériel scolaire qui indique qu'il y a au moins 3 sexes, qu'il y a une infinité de sexes, ou que le sexe d'un individu se situe sur un continuum entre un pôle masculin et un pôle féminin. Nous discuterons à fond de ces concepts dans les prochaines vidéos. Pour le moment, il faut noter l'antibinarité des propos. D'une part, de nouveaux sexes sont créés, qui dans les faits n'existent pas. D'autre part, on élimine la binarité pour la remplacer par une vision du sexe en degrés variables de masculinité et de féminité, tout ça sur un continuum. Ceci n'a aucun lien avec la réalité du sexe, et ce, pour le plus d'1 million d'espèces sexuées, et incluant l'humain. Deuxième exemple. Dans la composante éducation sexuelle du nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise, on définit le sexe comme suit. Catégorie sociale qui répartit la population entre femmes et hommes à partir de caractéristiques physiologiques. On donne donc à nos enfants une définition de sexe qui n'inclut pas sa fonction principale, qui est la reproduction. On ne définit pas ce qu'on entend par caractéristiques physiologiques. On transforme le sexe binaire en une catégorie sociale alors qu'il s'agit d'une catégorie réelle, observable en nature et universelle. On offre une définition qui devient carrément risible si on l'applique aux millions d'autres espèces sexuées. En effet, comment expliquer le sexe des orignaux et des asperges en termes de catégorie sociale? Nos enfants méritent mieux comme définition du sexe. Je ne pensais pas, après avoir passé 30 années à enseigner l'écologie et l'évolution, que je reviendrais pour expliquer un concept aussi fondamental que celui du sexe. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est en train de prendre des mesures qui vont occasionner des problématiques sévères au niveau de la stabilité sociale. Et il faut faire attention à ça. Il est vrai que depuis une trentaine d'années, certains chercheurs se sont investis dans ce qu'on pourrait appeler une véritable course aux arguments pour rejeter la binarité du sexe. Cette remise en question n'a absolument rien de scientifique. En fait, l'objectif implicite, parfois explicite, de ce mouvement anti-binaire est véritablement et purement idéologique. Il vise l'obtention d'une définition socialement plus acceptable et inclusive du sexe, et ça pour 2 raisons. D'une part, on va offrir plus de visibilité et de droits aux minorités sexuelles, notamment aux personnes intersexes, mais aussi aux personnes transgenres et aux personnes transsexuelles. Deuxièmement, on veut déconstruire la réalité binaire homme-femme du sexe sous prétention qu'elle ferait partie d'un vieux système oppressif qui nuirait à l'émancipation de tout un chacun en société. Le problème ici est qu'on ne peut pas ajuster la nature à nos idées sur ce que nous considérons comme étant bon pour la société. Si la volonté d'abandonner le sexe binaire peut sembler partir d'une intention noble, elle ne peut pas impliquer la redéfinition d'une réalité observable. Par analogie, on ne peut pas rejeter le fait que la Terre soit ronde simplement parce qu'on considère le concept de rondeur comme étant oppressif. Il est donc illogique d'établir un lien entre nos observations en nature, c'est-à-dire le fait que le sexe soit invariablement binaire, et notre devoir de reconnaissance des droits et libertés de minorités sexuelles ou d'individus. Et on a sorti l'étude du sexe des facultés des sciences pour le rentrer dans les sciences sociales, puis la perspective des sciences sociales sur le sexe est différente de celle des sciences. Le déni de réalité du mouvement antibinaire nuit à notre compréhension du monde vivant. Et aussi nuit à l'acquisition de connaissances essentielles pour le bien-être humain. Le sexe binaire est la variable la plus importante pour expliquer la variation morphologique et psychologique chez l'humain.
Cette déconstruction de la binarité a des conséquences négatives sur le vivre ensemble et même un impact défavorable sur les minorités sexuelles, groupes pour lesquels on souhaite avec raison l'élimination de préjudices et de la marginalité. Ce qui me déprime le plus là-dedans, c'est qu'il y a très, très peu de biologistes qui sont impliqués dans cette démarche-là, d'essayer de rétablir un concept qui a été transformé à des fins idéologiques et qui maintenant n'a plus de lien avec ce qu'on voit en nature, ou un lien très ténu avec ce qu'on voit en nature.